Bonjour et bienvenue sur Anthropodcast. Nous sommes toujours avec Monsieur Marc Abellès, je suis toujours avec Anne-Laure et je suis toujours Jonathan. Et la dernière fois, on vous avait laissé un petit peu au moment où on allait commencer à parler des rituels en politique française notamment, mais certainement ailleurs aussi. Je sais pas pour moi qui n'ai pas anthropologue, au début je pensais toujours que les rituels, justement, vous avez parlé, je sais pas, l'Afrique ou l'Asie avant, on a toujours un peu l'impression que ça parle de ça et on n'imagine pas trop qu'il y a des rituels en politique actuelle en France. C'est quoi un rituel politicien français en fait ? Est-ce que vous avez un exemple à nous donner ? Oui. D'abord, la notion de rituel, telle qu'elle est même définie par Lévi-Strauss, implique la notion de répétition. C'est des actes aussi qu'on répète régulièrement. Et il y a beaucoup d'actes en politique qui sont très présents. Je ne sais pas s'ils sont importants ou non, mais enfin, ils sont aussi très structurants. C'est par exemple les commémorations, les inaugurations, par exemple, quand un homme public qui est maire de sa commune ou un député, il a un rôle un peu redistributeur. Et c'est aussi ça qui va l'aider par la suite à se faire réélire, c'est de montrer qu'il a fait des choses. Par exemple, il a fait construire une piscine. Mais construire une piscine, c'est une chose. L'important, c'est d'être à l'inauguration, c'est-à-dire, vous voyez, quand on coupe le cordon, le ruban, il y a ce ruban républicain, et on fait un discours, un autre va faire un discours, etc. Et une inauguration, ça se fait toujours un peu selon le même modèle, et ça permet de faire passer des petits messages, quelquefois politiciens, mais également de marquer un espace public qui est l'espace du collectif et d'un collectif qui est incarné, et c'est ça que l'élu incarne, et donc ça fait partie des activités extrêmement récurrentes, hein. Le nombre de commémorations aussi. Alors les commémorations, c'est pareil, il s'agit d'un nom de rue, il s'agit de célébrer tel ou tel événement qui s'est passé dans cet espace particulier. Et puis vous avez des grands rituels que j'avais analysés. Par exemple, François Mitterrand, quand il était président de la République, tous les ans allait à la Roche de Solutré. Alors la Roche de Solutré, avant Mitterrand, personne ne la connaissait, il faut bien dire. C'est un site préhistorique. Enfin, les préhistoriens le connaissaient. C'est un grand site préhistorique qui se situe en Bourgogne. Et il y a une colline qui est la colline de Solutré, et tous les ans, Mitterrand montait sur cette colline accompagné des proches et des gens qui étaient justement pour cela considérés comme tout près du pouvoir, donc des gens influents, disons. Et puis il s'arrêtait en haut de la colline, il méditait, et puis ensuite évidemment il redescendait. Et puis il allait au restaurant, faut bien dire, il allait au restaurant et donnait une sorte de conférence de presse improvisée. Il y avait des journalistes qui suivaient la cérémonie. Et c'était toujours le rôle le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'est très important. Le lundi de la Pentecôte. Donc qu'est-ce que ça signifie? Alors ça signifie quoi? Ça signifie des souvenirs personnels, une allusion à la résistance, parce que Mitterrand avait été dans cette région pendant la guerre. Donc, et puis c'était aussi l'histoire éternelle de la France, puisque c'est le site préhistorique, etc. Le président qui monte sur la colline, et là on retrouve tout à fait des rituels qu'on a par exemple dans les royautés sacrées africaines. Enfin, vous voyez, donc il y avait tout ça. Et puis, ce qui m'avait intéressé, c'était l'articulation entre ce rite et cette espèce de conférence de presse un peu improvisée et où très souvent Mitterrand, en particulier quand il était en cohabitation avec Jacques Chirac, faisait passer des messages politiques. Tout d'un coup, il faisait des annonces. Et mon hypothèse était la suivante, c'était que le jour de la Pentecôte est propice à la compréhension. Le jour de la Pentecôte, c'est la pluralité des langues, c'est la possibilité de communiquer, etc. Donc, choisir le jour de la Pentecôte sur le plan symbolique pour exprimer tous ces messages tout en faisant un rappel très fort de la longue durée, voire de cette préhistoire. Voilà, c'était typiquement un grand rituel qui assurait une sorte de prééminence au président. Et Mitterrand était très friand de rituels de ce genre. Par exemple, à un moment, justement durant cette cohabitation avec Chirac, il y a des manifestations étudiantes, il y a un étudiant Melik Oussekine qui est tué par la police. À l'époque, c'est Pasqua qui est le ministre de l'Intérieur de Chirac. Bref, il y a une tension très forte. Et Mitterrand se déplace en Bourgogne, dans un autre département, et va s'incliner devant la statue de Paul Bert. C'est donc là aussi un élément de commémoration. Mais en réalité, en commémorant Paul Bert, il commémore
la laïcité, il commémore une certaine vision de l'éducation, et c'est un acte, encore une fois, symbolique, qui a une force évocatrice pour le peuple qui est concerné. Et on s'aperçoit que pendant toute cette période de la cohabitation où Mitterrand avait pratiquement perdu le pouvoir, bon, c'était le pouvoir exécutif, il avait le pouvoir en matière internationale, mais sur le plan exécutif, c'était son premier ministre. En réalité, il a regagné peu à peu une influence très grande en jouant sans arrêt sur des éléments de symbolique et sur des éléments de rituel sur lesquels Chirac n'arrivait pas du tout à le concurrencer. Par la suite, d'ailleurs, Chirac a repris un peu des pratiques de ce genre pour dire que c'est très important. Et donc, cette idée de cette imbrication, disons, entre les rituels, le symbole et la politique est quelque chose d'essentiel. C'est une des difficultés, je pense aussi, qui éprouve aujourd'hui notre actuel président, c'est d'arriver à redonner, à redorer un peu le blason en dehors de l'action politique qui, dans la période de la globalisation, est toujours un petit peu limitée par le fait qu'on est dans des relations d'interdépendance et qu'un président français n'a plus le pouvoir et le rayonnement qu'il pouvait avoir autrefois. Donc, il faut bien retrouver une espèce de dignité, une espèce de dignité symbolique. Et je pense que là, de ce côté-là, ça fait partie certainement des choses qui sont travaillées politiquement. Parce que là, il y a certains moyens, mais il y a aussi la nécessité d'une culture et d'une certaine intuition aussi, ces choses-là. Enfin voilà, ce que je dirais sur les sur les rituels tels que je les ai vus à l'œuvre. C'est passionnant. Moi, j'aurais juste une question, mais est-ce que ces politiciens, vous parliez de Monsieur Mitterrand, est-ce qu'ils étaient conscients tout à fait, c'est-à-dire est-ce que c'est un outil qui est utilisé en sachant que c'est du rituel, est-ce que c'est, comme vous disiez, une intuition, enfin comment est-ce que ça fonctionne vraiment la fabrication de quelque chose comme ça? Alors justement, il y a eu tout un débat au moment où j'avais publié ces textes, parce que certains disaient oui, mais c'est une opération de communication, c'était une opération médiatique. Mais en même temps, vous apercevez qu'il y a souvent des opérations médiatiques, il y a souvent les communicants essayent de construire, mais à un niveau où vous ne pouvez pas construire. C'est-à-dire, il y a un moment où ça se joue en fait dans une sorte d'intuition et de rapport assez profond entre, je dirais, la mémoire de notre société et la manière dont le président ou un homme politique ou une femme politique peut incarner ça. Donc c'est une rencontre un peu incertaine et qui ne peut pas être préméditée. Quand c'est construit, ça ne marche généralement pas. Ouais, les opérations de. Par contre, quand c'est suggéré, quand c'est quand on peut dire on saisit la balle au bond, quand voilà, ça c'est à mon avis c'est justement là ce à quoi se heurtent aujourd'hui beaucoup les communicants. Parce qu'il me semble que, bon, il y avait, dans le cas de Mitterrand, était un peu la quintessence de l'élu, on peut dire. Et dans son cas, il y avait une sorte de culture historico-politique, et voire aussi littéraire, qui l'amenait à jouer sur différents motifs et avoir une espèce de répertoire que non plus du tout des gens, je pense, comme Sarkozy ou comme Hollande. C'est pas une question de personnalité ou même de parti politique, c'est simplement un rapport au symbolique qui peu à peu s'est vidé. Et je pense qu'en plus, les nouveaux médias ont contribué à ces choses-là, puisque nous, on est obsédés par la transparence, on est obsédés par le fait qu'il faut nous montrer des choses et que il faut qu'on voit tout, etc. Alors qu'il y avait toujours dans le cas de Mitterrand, d'hommes politiques de ce genre, il y avait toujours cette part du mystère et cette part de la suggestion. Alors aujourd'hui, on est au contraire, c'est l'écran total. Enfin, c'est autre façon de considérer les choses. Donc voilà, il me semble que peut-être justement la part du symbolique, la part du rituel sont en train de. Mais on peut pas dire, parce que vous avez des présidents, vous prenez des cas comme Obama par exemple, qui est à la fois très construit en termes de communication, il fait un sans faute, et en même temps il a absolument le sens de certains événements, de certains symboles, etc. Ça tient aussi peut-être au fait qu'il fait partie d'une minorité, qu'il y a aussi toute cette histoire derrière et qu'il y a sans arrêt cette confrontation symbolique. Donc ça joue. Vous voyez, c'est pas la question même de l'âge ou des origines c'est assez complexe comme. Et je pense que le problème, c'est que la politique ne peut pas se passer d'un certain enchantement, quoi. C'est la question aujourd'hui, l'une des difficultés, justement, pour travailler en temps réel, avec l'Internet, etc., c'est qu'il y a cette part de désenchantement qui est profondément ressentie. C'est-à-dire que à ce moment-là, les gens se tournent vers d'autres types d'incarnations qui ne sont plus du tout des gens qui ne font plus partie de la politique, en quelque sorte.
Et comment ça, est-ce qu'au niveau pratique, on a toujours ces images un petit peu vieilles, hein, c'est vrai, d'anthropologues qui sont le seul blanc dans un village africain ou je sais pas, mais alors est-ce qu'il y a des images de François Mitterrand et tout le monde, et puis il y a une petite, vous êtes en petit à côté avec votre appareil photo, comment ça se passe exactement? Comment ça s'est passé sur le terrain vraiment pour avoir ces informations justement pour suivre? Est-ce que c'était un suivi de coupures de presse, d'articles de journaux, ou alors est-ce que vous avez vraiment été en contact avec toutes ces personnes pour leur parler? Oui, j'ai eu des contacts d'une part. J'ai suivi aussi les journaux. Enfin, c'est une alchimie assez compliquée parce qu'évidemment, on pénètre pas comme ça dans les cercles. C'est des démarches qui, au départ, ce que je faisais était considéré comme très bizarre et très insolite. Bon, qu'est-ce qu'il fait là? Donc, de toute façon, j'étais un petit peu caché. J'étais pas bon. Mais progressivement, c'est une démarche qui s'est peu à peu développé, jusqu'au point où on m'a même demandé de venir observer. Des hommes politiques m'ont vraiment ouvert les portes pour que j'observe. Par exemple, c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. J'ai fait un livre qui s'appelait Un ethnologue à l'Assemblée, donc c'était vraiment... et je me souviens que au départ, j'avais pas un enthousiasme particulier à aller travailler à l'Assemblée nationale. C'était parti d'un autre projet qui était simplement de faire un colloque à l'Assemblée. Et justement, les autorités de l'Assemblée, en l'occurrence c'était Laurent Fabius qui était président, m'ont fait savoir que bon, c'était pas la peine de chercher à organiser un colloque, ça n'intéresserait vraiment personne. Mais par contre, enfin, je simplifie, hein, c'est pas très diplômé. Mais par contre, ça serait peut-être intéressant qu'un ethnologue justement travaille sur l'Assemblée, en fasse un terrain, etc. Et c'est parti de cette idée-là. Et après, moi, j'ai demandé à pouvoir me promener un peu parce que sentir c'est quelque chose, un feeling ou pas. C'était pas du tout mon projet au départ. C'est un peu parti comme ça. Et après j'ai demandé deux choses. J'ai demandé surtout que de ne pas être pris dans une dépendance quelconque, c'est-à-dire qu'on me rémunère, ils sont toujours prêts à donner un peu d'argent pour une étude. Et ça c'est une des choses importantes, c'est justement d'être totalement indépendant de ce côté. Et puis par ailleurs d'avoir un bureau au cœur du lieu, parce que c'est compliqué pour rentrer dans ces lieux institutionnels. Et donc ça, on a accepté, et il a fallu d'ailleurs qu'on prenne un arrêté. Il y a eu un vote des groupes politiques de l'Assemblée pour permettre à un chercheur rentrer l'ethnologue à l'Assemblée. C'est pour vous dire, non, ça donc une fois qu'on est dans une situation de ce genre, alors là, ça peut devenir, en tout cas, c'était ce qui se passait, assez passionnant, parce qu'évidemment, on peut pénétrer partout, et au contraire, c'est les gens au début un peu méfiants et se demandant si c'est encore un journaliste, une fois qu'ils commencent à comprendre cette démarche, parce que c'est ça la difficulté, c'est de pas être confondu avec quelqu'un qui va vouloir sortir un scoop, raconter quelque chose sur votre vie privée, donner son point de vue sur la politique et vous critiquer, enfin bref. Et quand on leur explique que c'est pas ça le but de l'opération, là ça commence à... Alors j'avais des relations assez intéressantes avec les gens, parce que j'essayais justement de créer aussi un espace de défamiliarisation. C'est-à-dire que là où ils attendaient un intervieweur et un journaliste, ils voyaient quelqu'un arriver qui parfois n'avait aucune question à poser, qui commençait par les regarder calmement. Ça c'est déjà. Et puis alors mais qu'est-ce que vous voulez quoi? Alors là je disais racontez-moi votre vie quoi. Bon mais attendez moi j'ai un quart d'heure, voilà, je vais vous poser vos questions, je vous donne mes réponses et tout. J'avais vu ça un petit peu au début, et ça m'avait paru totalement inintéressant, puisque je pouvais lire ça dans tous les journaux, et puis qu'en plus, c'était pas nécessairement des gens de premier plan. Donc progressivement, je crois que tout le monde a commencé à comprendre que ça allait marcher comme ça, et qu'il fallait. Et comme certains y trouvaient pas mal de plaisir et se mettaient effectivement à parler, qui me disaient oui, mais vous êtes une sorte de psychanalyste. Non, quand même, je ne pas si du tout là. Et voilà, et je parlais aussi avec des gens qui n'avaient rien à voir directement avec la vie politique, qui étaient le personnel de l'Assemblée, les administratifs, les huissiers, qui sont beaucoup de choses très riches à raconter sur justement tout cet aspect politico-symbolique, etc. Donc c'est comme ça que j'ai construit ce travail. Et là c'est vrai que l'expérience ethnographique, pour le coup, est très très performante, on peut dire. Parce que là on crée une espèce d'espace qui n'est plus du tout
celui qui vous est imposé, je dirais, par les contours de la politique institutionnelle. Et moi, je dis toujours que j'ai une approche non institutionnaliste de l'institution, mais ça veut dire ça. Ça veut dire que en pratique, et c'est comme ça aussi que moi je m'amuse en faisant ce travail. Et surtout, ça a des effets. C'est-à-dire qu'on entre aussi dans des rapports d'interaction qui, surtout aujourd'hui, où la politique finit par tourner un peu en rond sur elle-même, en déstabilisant un peu les gens, les oblige parfois à se poser des questions et à revenir un petit peu sur leurs fondamentaux. Donc il y a un impact, je dirais, presque politique, au sens profond du terme, dans ce travail que je fais. Je pense que c'est pas un travail totalement de neutralité, pas du tout. Il s'agit de provoquer quelque chose, et en provoquer quelque chose, d'obtenir des éléments qui permettent au moins de mieux connaître ce à quoi on a affaire. Et au niveau international, quand vous êtes allé dans les institutions internationales, vous avez reçu le même accueil ou c'était plus difficile? Il y avait ce même intérêt les institutions internationales, c'est assez différent. C'est-à-dire que pour entrer dans les institutions internationales, non, les gens ont compris assez facilement, en fait, plus facilement ce que je faisais, puisque l'institution internationale, par définition, c'est une rencontre entre des cultures différentes, entre des langues, etc. J'ai travaillé d'abord au Parlement européen. Quand je sortais de cette enquête sur le local, justement, je me suis complètement déplacé, j'ai changé complètement d'échelle, et je voulais savoir qu'est-ce que ça veut dire un élu, puisque j'étais dans cette obsession des élus, un élu européen. Et à ce moment-là, la première chose qui apparaît, c'est effectivement cette diversité. C'est le problème d'arriver à homogénéiser, comme ils disent, harmoniser, faire une législation commune, etc. Donc vivre ensemble, parce qu'on a des gens qui vivent ensemble dans 28 pays, 24 langues. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? À l'époque, il y en avait moins. Mais voilà, et donc c'est typiquement une question qui peut être une question anthropologique et qui peut faire sens pour des gens qui ont une vague idée de ce que peut être l'anthropologie. Ils comprennent très bien que c'est pas de la science politique, que c'est pas vraiment de la sociologie au sens pur et dur, mais plutôt un travail sur l'imbrication entre culture et politique. Donc alors l'autre aspect, c'est évidemment on se heurte à des difficultés pratiques, c'est-à-dire qu'il faut avoir tous les badges, toutes les autorisations, donc vous êtes obligé de dealer au sommet pour qu'on vous laisse pénétrer et qu'on vous donne les moyens de vous mouvoir. Mais ça, c'est une chose qui se fait, c'est un type de travail qui, encore une fois, toujours, pour moi, qui a toujours une dimension contractuelle, avec cette idée que je ne travaille pas pour eux. C'est-à-dire, j'essaye dans une certaine mesure de bien séparer les choses, et à ce moment-là, d'être libre dans ce que je peux produire, de ce qu'on peut produire, parce qu'on travaille aussi en équipe. Et c'est aussi un intérêt. On a fait une enquête sur l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, où on était des chercheurs de plusieurs continents différents, avec des traditions différentes, donc il y avait un double aspect, un peu en miroir. C'est d'un côté les gens qui venaient de tous ces pays là, de l'OMC, et puis les chercheurs qui aussi n'étaient pas amalgamables à une école, une langue, voilà. Et je crois que c'était une expérience tout à fait productive et intéressante. Donc je pense qu'on est amené progressivement à transformer complètement, tout en gardant certains fondamentaux, disons, mais on est amené à transformer nos méthodes d'investigation et en même temps à nous rectifier nous-mêmes, parce que c'est vrai que là on est un peu dans l'expérimental. Ce que je dis maintenant, peut-être que je m'aperçois dans d'autres situations que ça va être compliqué ou que c'est pas si voilà. Mais à mon avis, on est dans cette période où des champs nouveaux s'ouvrent. Et c'est ça c'est le point sur la globalisation dont on parle beaucoup. C'est simplement qu'il me semble que là l'anthropologie est extrêmement bien située pour réfléchir sur il y a tout un aspect économique sur la globalisation, sur l'homogénéisation néolibérale, enfin tout ce qui a pu être écrit. Justement, je propose qu'on en parle dans le prochain, de la globalisation, si c'est possible, si vous avez encore un quart d'heure peut-être, parce que ça nous intéresse beaucoup aussi. Donc on se dit à dans 2 semaines pour parler de globalisation. Vous avez aimé la vidéo? Alors n'oubliez pas de faire un petit like et de la partager. Vous avez une question, un truc que vous n'avez pas compris? Posez votre question dans les commentaires, on y répondra. Vous en voulez plus? Alors abonnez-vous, regardez nos autres vidéos, vous en avez une par là. Une autre par là. Merci.